Merci à chacun qui fait le tous d'être là. Merci parce qu'il y a des cœurs joyeux qui permettent de se dire bonjour, bonsoir ce soir et qui permettent de se serrer un lien. Hommes et chefs, tenez-vous droit pour que vive notre pays. Voilà. Merci beaucoup Gilbert. Alors pour bien comprendre la littérature orale, des invités pour parler des différentes expressions orales avec justement, vous venez d'entendre à l'instant Gilbert Théin. Il y a aussi Stéphanie Rabault, bonsoir. Bonsoir. Il y a Christophe Augias, bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Emmanuel Tchubaou. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous les quatre et encore un grand merci d'être là pour parler avec nous de l'oralité ce soir. Et donc, on va commencer par une question un peu bateau, mais il faut bien la poser. Peut-être Gilbert ou Emmanuel, l'un des deux va y répondre. Qu'est-ce que l'oralité aujourd'hui? L'oralité, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est le fait c'est le fait qu'il y a opposition entre ce qui est dit et ce qui est présent physiquement. Dans ce qui est une présence orale des langues, le fait que c'est accentué plus vers les langues locales, c'est que c'est des langues qui ont été parlées avant même d'être écrites. J'ai assisté un jour à un colloque universitaire où un invité était un écrivain aborigène qui s'appelait Philippe Maclaren, qui, face à ces universitaires qui parlaient de littérature émergente, protestait en disant que nous, on vous a pas attendu et que la littérature aborigène existe depuis 40 000 ans et n'est donc pas du tout une littérature émergente. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Si il le dit, c'est parce qu'il le sent, il a vécu. Je ne partage que si, à partir du moment où je suis convaincu par cette présence de l'oralité avant l'écrit. Moi, j'ai dû chercher aussi un peu par moi-même pour vous dire que ce qui a été évident il y a quelques années de nos parents ne l'est plus maintenant. Et moi, je me suis dit que l'oralité, c'est quoi? C'est à partir du moment où je me dis que c'est ma langue et c'est comme ça que personnellement, j'ai accession à ce monde de savoir, j'ai accession aussi à l'éducation, à la littérature orale. La littérature orale, pour moi, c'est juste le fait de pouvoir parler des langues, parler ma langue et parler de la façon structurée. Jusque plus tard où j'ai appris que pour faire des sons, j'utilisais le même F ou le même Z que tout le monde. Quoi. Super. Emmanuel, quel est votre point de vue, votre regard sur l'oralité? Bonsoir. Bonsoir à tous. Pour moi, l'idée de l'oralité, c'est le premier souffle qui donne vie à l'existence humaine. C'est ce qui permet à l'enfant de vivre, c'est le souffle. À partir du moment où il naît au monde, il apparaît dans le royaume des vivants, il est obligé de nommer le monde pour dire qu'il existe lui-même. Et donc le processus dans lequel on pose aujourd'hui l'oralité, c'est celui de pérenniser un petit peu cette existence aujourd'hui en prenant le pari que l'oralité qui a bercé nos grands-pères, nos pères depuis 2000 ans, elle peut perdurer aujourd'hui. Est-ce que, Gilbert, vous pouvez nous dire un petit peu quel est le but de votre action et votre action en province Nord, dans le pôle oralité que vous dirigez? L'oralité, dans tout ça, le pôle oralité, là encore une fois, je vais avoir du mal à dire vraiment le mot qui est destiné pour qui. Mais c'est à partir du moment où on essaie de redire ce qu'on fait. On écrit des projets, on budgétise, on les soumet en commission. Mais après, une fois qu'on a fait cela, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui reste? Et ce qui reste, c'est de trouver le lien entre ce qu'on fait. Quand on s'est rendu compte que, en fait, tout se tient en un sens, le monde est un, on est tous un. C'est pas compartimenté et là, on fait la preuve que, par exemple, les autres directions, notamment l'environnement et même le développement économique, se rendent compte de ça, même l'enseignement pour dire que, ah oui, il manquait quelque chose.
Emmanuel, le rôle du centre Djibaou et de la DCK dans tout ça? Donc le rôle du centre, c'est d'être un petit peu le révélateur de comment dire, de ce patrimoine. On dit agence de développement de la culture kanak, c'est un petit peu paradoxal parce que cette culture n'a de sens que si elle est exprimée ici. Et c'est légitime qu'elle s'exprime ici. Donc l'action du centre, c'est de mettre en place des événementiels qui vont rendre perceptible à un moment donné une part de ce patrimoine qui n'est échangé, qui n'est mis en action que à l'occasion de cérémonies ou de rituels ou qui se passent dans une tribu. Et aujourd'hui, on est dans une ère nouvelle où les communautés se mélangent, se métissent, les paroles se tissent également. Et donc le principe dans lequel on a inscrit notre action, c'est une fois qu'on met en place ces programmes de recherche pour collecter les savoirs traditionnels, on monte des événementiels avec les directions de la culture provinciale, puisque c'est une compétence provinciale, pour valoriser ces pratiques de manière à ce qu'elles soient inscrites aujourd'hui avec un sens nouveau. D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Un autre acteur important, c'est l'Académie des langues kanak. Nous avons ce soir parmi nous Stéphanie Genex-Rabot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de l'Académie des langues kanak et le travail de fixation des langues aussi, du travail pour structurer les langues, pour l'enseignement et aussi pour des publications? Oui, bonsoir, merci. Je voudrais juste faire un petit rappel. L'entrée dans l'écrit alphabétique pour les 28 langues kanak contemporaines, il est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Il date de l'époque des missionnaires qui ont été les premiers transcripteurs des langues kanak. La première parution en langue kanak, elle a été réalisée par les Pères Maristes en 1855. C'est un recueil de catéchisme en Niélayou. Pour nous, le premier pas consiste à faire l'inventaire de ces sources écrites anciennes qui sont très nombreuses, qui ont été réalisées par les missionnaires, qui sont assez imprécises, assez incohérentes sur certains points, vu qu'ils n'étaient pas des spécialistes et qu'ils ne procédaient pas à des enquêtes linguistiques systématiques. On s'appuie bien entendu sur les différentes formes de la littérature orale pour fixer l'écriture des langues kanak et pour les décrire et pour les illustrer. Donc on s'appuie à la fois sur des contes, sur des légendes, sur des proverbes, sur des berceuses. On aime particulièrement travailler avec les chansons pour enfants qui sont justement des modèles phonologiques pour les petits. Merci Stéphanie. Alors rapidement, malheureusement, mon pauvre Christophe Augias, directeur de la bibliothèque Bernheim, quelques mots sur la place de littérature orale. On va quand même laisser 1 ou 2 minutes quand même, Pierre. Ah, quand même, hein, oui, il faut bien ça. La place donc des littératures orales aujourd'hui dans les bibliothèques et les médiathèques surtout. Déjà, la place est évidente. Je voudrais juste rappeler ce que je rappelle toujours, parce qu'on oppose souvent les deux concepts. Oralité et écrit, je crois que c'est les deux faces d'une même pièce. On peut absolument prendre les deux traitements sans effet secondaire notoire, au contraire. Donc, bien entendu, je crois qu'il y a plusieurs mots qui ont été dits. Là, on voit qu'on a dérivé vers l'écriture, des ouvrages qui sont publiés, qui seront présents dans la bibliothèque, mais aussi, bien sûr, la place de la parole dans la bibliothèque. L'oralité a toute sa place dans la bibliothèque. Comme il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas non plus d'impossibilité. La bibliothèque, déjà, est un mot qui est en train de disparaître au profit du mot médiathèque. On n'est plus seulement dans le livre, mais on a la transmission, c'est un mot qui est très important, qui a été cité tout à l'heure. On est dans cette transmission. Nous, c'est notre travail profond, c'est notre mission profonde, c'est celle-là, celle de faciliter la transmission, donc qu'elle soit par le biais de l'écrit ou par le biais de l'oral. Et je crois que là, on est au clair là-dessus, et je pense qu'à l'avenir, dans les bibliothèques calédoniennes, on devra, ça fait longtemps que je l'appelle en tout cas, donner de plus en plus de place à l'oralité, peut-être devenir les relais du travail que font Gilbert, Emmanuel et Stéphanie.